Il y a 61 ans, vous le savez, la plupart des colonies françaises d'Afrique subsaharienne accédaient à la souveraineté internationale. Parmi elles, la République du Congo, aussi appelée le Congo-Brazzaville. Est-ce pour autant les Congolais jouissent-ils de leurs droits et libertés irrelatifs? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir M. l'abbé Joseph Yangissa, un abbé pas comme les autres, du fait de son statut aussi d'homme politique. Probablement que ça vous étonne, mais non. Il n'est pas interdit à un chrétien ou à un abbé de faire la politique. À ce sujet, je vous propose de suivre la déclaration du pape François qui lève cet équivoque. Humble. Tant de fois nous avons entendu « Un bon catholique ne se mêle pas de politique ». Ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas la bonne voie. Un bon catholique se mêle de la politique en offrant le meilleur de lui-même. Voilà, vous avez probablement compris que c'est à ce titre d'homme politique que nous recevons M. l'abbé Joseph Yangissa. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à vous qui avez choisi Telar TV pour suivre votre émission Droit de savoir. Bonjour, Monsieur l'abbé Yangissa. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci de l'invitation, surtout en cet événement qui est une fête pour tous les Congolais. La fête de l'indépendance. Vous avez dit, vous avez dit fête pour tous les Congolais, mais il y a des Congolais qui ne se reconnaissent pas dans cette fête parce qu'ils pensent que les choses ne vont pas telles qu'ils l'auraient souhaité. Oui, mais l'indépendance, c'est vrai, c'est celle d'un pays, notre pays, un territoire, une communauté humaine face à d'autres communautés humaines. Donc, c'est une déclaration juridique, c'est-à-dire que nous avons les mêmes droits que tous les autres pays. Mais c'est aussi la célébration de notre liberté. Parce que s'il y a indépendance, c'est que le peuple, notre peuple, par exemple, le peuple congolais, vaut le peuple français. Notre peuple, le peuple congolais, vaut le peuple américain. Donc, les actes que notre peuple adopte doivent être respectés par les autres peuples comme des actes souverains. Oui, monsieur l'abbé, ce n'est pas pour vous arrêter. Lorsque vous parlez après l'indépendance, le Congo, sinon le peuple congolais, est, entre guillemets, libre comme le peuple français, libre comme le peuple américain. C'est un discours ou bien c'est une réalité? Ça, c'est un fait juridique. C'est le fait juridique. C'est-à-dire que nous pouvons rester devant les tribunaux internationaux sur cette base-là. C'est-à-dire que nous avons une existence juridique comme l'existence d'un enfant qui naît, qui vient au moment d'un acte de naissance, il existe. Bon, maintenant, ça signifie que dans ce peuple-là, l'expression est aussi libre par rapport au choix de ses dirigeants. Donc, quand nous parlons d'indépendance, de liberté, je parle de la liberté du Congo comme nation par rapport aux autres peuples, mais aussi de la liberté des Congolais par rapport aux dirigeants. Pensez-vous que le Congo avait vraiment acquis son indépendance ou bien c'est simplement une autonomie de gestion des affaires intérieures de son territoire? Bon, à ce sujet, je ferais injure aux précurseurs de l'indépendance si je considérais qu'il n'y a rien eu. Nous avons eu des précurseurs de l'indépendance, c'est-à-dire ceux qui ont fait que le colonisateur trouve que c'était devenu invivable, insupportable, parce qu'il y a eu des gens qui avaient considéré que l'Européen, le blanc, était accueilli comme tout étranger, dans les coutumes de chez nous, tout étranger qui passait, qui venait, tout étranger était roi. L'étranger était même plus choyé que le fils de la localité. Notamment dans les villages, le volaille que les gens élevaient, c'était réservé aux étrangers. Il y avait de la volaille qu'on ne pouvait servir qu'aux étrangers. Que juste de passage. C'était pour les étrangers. C'était pas de la nourriture quotidienne. C'était pour les étrangers. Nous, on a connu ça il n'y a pas longtemps. Donc, si je vous ai bien compris, Monsieur l'abbé veut nous faire comprendre que le colon n'était qu'un hôte qui était venu en visite chez son ami africain, son frère africain, pour des raisons
d'une visite de courtoisie. C'est cela l'objectif de l'arrivée des colons en Afrique. C'est ce que vous voulez nous faire dire. Oui, mais chez eux, leur culture est basée sur la curiosité. C'est par exemple quand ils arrivent et qu'ils vont, par exemple, avec sous l'eau, voir un peu comment se trouve le corail et des choses comme ça. C'est le blanc. Pour nous, en fait, nous, dans notre culture, c'est pas tellement comme ça. On n'a pas cette curiosité-là de défendre, par exemple, ils sont dans les fonds pour voir comment c'est fait et tout ça. Donc, il y avait cette curiosité qui pouvait étonner, mais c'était leur façon d'être. Quand ils arrivaient, c'était très curieux. Ils s'émerveillaient des choses qui, chez nous, étaient naturelles. Donc, c'est allé de façon insidieuse, petit à petit. Donc, c'était pas qu'ils voulaient hypothéquer leur terre, surtout pas ça. Mais pourtant, monsieur l'abbé, après, ils ont pillé les matières premières, ils ont pillé les ressources africaines jusqu'à faire cultiver du coton aux Africains, les exploitants. Et vous appelez ça une visite de courtoisie d'un autre? C'est là que je vois une différence entre les Mabia Manganga qui avaient vécu cette pénétration-là, cette avancée des Européens et les autres, parce que la réaction des Mabia Manganga, Boitam Bongo, cette réaction n'était pas pour demander l'indépendance, c'était pour demander le respect de leur dignité, parce qu'ils ne considéraient pas que le pays était hypothéqué. Donc, ils considéraient que l'étranger commençait à brimer les fils du pays. Donc là, les Mabia Manganga ont mené des activités de guérilla. J'ai été dans le village de Mabia Manganga, vous pouvez voir d'où ils venaient pour aller poser des actes de guérilla, c'est-à-dire qu'ils se vengeaient. Et Mabia Manganga, qui était un chef, ne pouvait pas accepter de voir ces hommes se plaindre par rapport aux brimades. Mabia Manganga donc devait être vu comme un traître. Parce que quand il demandait à être respecté, ça correspondait chez les Blancs quoi, à la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, il ne disait pas vous les Blancs respectez les Noirs. Il disait non, respectez les hommes que nous sommes. Et d'ailleurs, le mot Muntu, ce n'est pas un groupe ethnique. Ce n'est pas une race non plus. Muntu, chez nous, ça signifie l'homme. Donc, les Blancs trouvaient que c'était considéré comme si on se présentait comme une race ou un groupe humain. Non, c'était l'homme. Donc, même le Blanc était Muntu. Muntu, blanc. L'homme blanc. Délai. Muntu. Donc, c'était le respect du Muntu. Oui, monsieur l'abbé, comment s'est passée l'indépendance du Congo? Cet événement, moi, je veux comprendre avec vous. Oui, d'ailleurs, puisque j'ai parlé des précurseurs, nous pouvons parler de l'indépendance sans ces précurseurs-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arboré du rouge, parce que c'est le sang. L'indépendance, c'est le prix du sang. Ce n'est pas un cadeau, c'est le prix du sang de ces précurseurs-là. On ne peut pas les négliger. Quand ils ont posé un acte comme ça, le colonisateur a compris que les temps avaient changé. Les temps avaient changé, qu'il fallait accentuer la violence. Parce qu'ils avaient un objectif, Et donc, après ces précurseurs-là, nous avons eu, il y avait Mabia Manganga, Boitam Bongo et tout ça, toute la compagnie. Et puis, nous sommes arrivés à l'étape de Matsuwa. Matsuwa, lui, il savait lire et écrire. Donc, il n'a plus posé la question de la même manière que les Boitam Bongo, la Mabia Manganga, qui étaient ses aînés. Donc, lui, il a créé une association. Après la guerre, donc il a créé une association amicale pour une association d'entraide d'abord, d'entraide pour créer une communauté de développement. Mais les Blancs avaient vu ça de façon un peu méfiante. Ils se sont dit, mais où est-ce qu'ils vont en arriver? Puisque Matsuwa a posé le problème autrement. Donc, il a lancé des collectes qui visaient même à payer les études des enfants africains qui devaient aller étudier en Europe. Donc, lui, il considérait que le noir, c'est celui de l'Afrique qui considérait française, avait comme une sorte de défi d'avoir les mêmes capacités que le blanc, du point de vue technique, à tout point de vue. Donc, ce n'était pas d'abord que les blancs agissent, puisqu'il préconisait de lancer des collectes pour que les Noirs puissent vivre en France, étudier. Donc, il s'agissait pour lui d'être, comme il disait, de manger à la même table. Manger à la même table, quand vous mangez à la même table, vous êtes des convives. Des convives. Donc, il avait lancé ça. Lui-même, il avait montré l'exemple.
c'était un autodidacte, il avait été à l'école, c'est vrai, jusqu'à un certain niveau, mais il n'y avait pas encore de PPC. Donc, il a montré l'exemple. Il est venu en France pour étudier. Et quand vous voyez ce qu'il a pu écrire, vous dites, mais il était vide. C'était certainement surdoué quand vous lisez Lettres de Matsuwa. Donc, il a créé l'amicale, mais l'amicale était brimée. Vous savez qu'il a été volontaire à la guerre du côté de la France. Quand il était blessé à la guerre, on va l'arrêter à l'hôpital pour le renvoyer au Congo. Enfin, pour l'envoyer au Congo, tout simplement comme un fugitif. Alors, et à ce moment-là, ils ont radicalisé aussi, il a créé MICAL. MICAL, donc l'amicale, comme les gens, disons, c'est compatriotes. Ils ne savaient pas lire et écrire, donc amical, ça se prononçait MICAL. MICAL, ma propre grand-mère a été MICAL. Donc, il crée ça, et il crée ça à Manzakala. Donc, normalement, il voulait faire ça, je crois, à Kinkala, mais les colons avaient interdit cette réunion. Ils avaient interdit. Mais lui, il avait lancé, ils avaient interdit ça. Il s'est dit, bon, ben, on va délocaliser le rassemblement. Ils ont fait ça du côté de Bukonzo-Walami. C'était Bukonzo-Walami. Donc, ils ont tenu cette réunion là-bas. Et il y a des procès-verbaux qui étaient dressés pour dire que c'était un mouvement. Donc, MICAL, c'était maintenant l'autonomie. Donc, nous sommes passés de la dignité humaine à l'autonomie. C'est-à-dire que le noir devait se gouverner lui-même. Ce n'était pas encore le terme indépendance. Donc, nous allons petit à petit, donc on passe d'un niveau à l'autre. Donc là, nous sommes arrivés à l'autonomie. Mais comme le mouvement a été brimé, de la même manière que le mouvement de la dignité de la personne humaine, le Muntu, avait été brimé, puisque les villages avaient été brûlés, des femmes violées. On allait chercher des miliciens dans d'autres pays de la F pour venir brimer, notamment dans le Poul. Des personnes avaient été tuées. Et là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes juste avant l'époque des Matsuwa, c'est-à-dire parce que Mabiala Manganga est né en 1892, je vois par là, en fait, un peu après, tout de 1890. Bon, donc, je dirais, Matsuwa était déjà né, mais il était plus jeune. Et donc, à ce moment-là, les brimades ont déjà commencé. Quand ils arrivaient, par exemple, moi, j'ai été dans le village de Mabiala Manganga, comment ils ont détruit le village. Tout le village était dispersé. Et ils ont dynamité la grotte dans laquelle ils se trouvaient. Donc, c'est comme ça. Quand ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'ils cherchaient, ils se tournaient vers le bétail, les habitants et tout ça. Bon. C'était pareil du côté de Boitambongo. J'ai été là où on l'avait décapité. On l'a décapité et le village était dispersé. Et son corps, d'ailleurs, sa tête n'avait pas été retrouvée parce que sa tête était une sorte de trophée pour les colons. Sa tête. Donc, vous voyez comment c'était barbare. Donc, sa tête a été... Et ceux qui ont enterré Boitambongo avaient prouvé qu'ils ne pouvaient pas, parce que le corps avait été retrouvé du côté de la rivière de Foulakari. Donc, c'est des pêcheurs qui ont retrouvé le corps. Et quand ils ont retrouvé le corps, c'était sans tête. Alors, ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas remonter le corps au village, parce qu'ils se disaient que ça serait une humiliation. Donc, ils ont enterré le corps sur place. Donc, la famille avait pensé qu'il fallait, pour ne pas subir l'humiliation. Et puis, les compagnons aussi de Mabiala Manganga, où j'ai été retrouver certaines tombes dans la forêt, autour de Boitambo. Donc, j'ai trouvé des tombes de ses compagnons. Donc, nous avons enterré pareil. Nous avons circulé au milieu des arbres pour trouver certaines tombes. Parce que les gens avaient gardé le souvenir des lieux. Mais c'était donc des gens qui étaient tout simplement des gens qui considéraient qu'ils devaient être respectés. Ils ne chassaient pas le blanc, ils voulaient être respectés. Mais puisque le blanc se trouvait maintenant dans une terre hostile, ils se sentaient comme chassés. Mais en fait, les gens voulaient être chez eux avec les mêmes droits que les autres Bantous. Pour eux, les blancs, c'est des Bantous, c'est-à-dire des humains. Avoir les mêmes droits. Au-delà de l'histoire que vous venez de nous expliquer, comment on arrive à l'indépendance ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé sinon ces jours-là? Bon. Que s'est-il fait avant, pendant et après? Les gens, les Matsuwa, quand ils ont posé le problème de l'autonomie, c'était au niveau juridique. Donc l'indépendance aussi était attendue comme un acte juridique de reconnaissance formelle
de ce que nous sommes un peuple libre. Donc, ce n'était pas qu'on nous rende libres, nous ne sommes pas des esclaves, mais qu'on reconnaisse nos droits. Donc là, entre Matsuwa et l'indépendance, mais est-ce qu'avant, nous avions ces droits-là? Le problème, c'est sur la question. La question est de savoir, est-ce qu'avant, nous avions ces droits-là, avant l'indépendance? Quand on prend le Congo, Sassou connaît nos droits, mais ce n'est pas parce qu'il ne reconnaît pas que ça n'existe pas. Nos droits, c'est à nous de les faire respecter. Et ce que les gens faisaient dans les villages, quand ils attaquaient certains Européens. Donc, c'était une façon de revendiquer ça, de revendiquer leurs droits. Bon, maintenant, de Matsuwa au père, disons, de l'indépendance, ceux qui ont signé la proclamation de l'indépendance de la souveraineté nationale et internationale. En ce temps-là, il y a eu les 2 guerres mondiales, notamment pour la deuxième. Beaucoup d'Africains sont allés se battre. Et certains chefs avaient même envoyé des volontaires. Ce n'étaient pas des gens qui étaient partis la corde au cou. Donc, c'est des gens qui venaient du Baraté et puis ils amenaient à aller se battre à la guerre. Mais quand ils sont revenus, ils avaient vécu avec d'autres Français qui étaient avec eux dans un champ de bataille. Ils ont vu pleurer des Blancs. Ils ont vu donc qu'ils étaient égaux. Et après la guerre, ils ont fêté ensemble. Et ils ont vécu les premiers actes de racisme. Monsieur l'abbé, on regarde la situation actuelle du Congo-Brazzaville, donc 61 ans après l'indépendance. L'économie à terre, le système éducatif et le système de santé n'existent pratiquement plus. Crise de valeurs, crise de confiance, où les Congolais ne se font plus confiance. Est-ce qu'on peut penser que ça a été là l'échec des pères de l'indépendance ou un détournement de trajectoire par ceux qui ont pris la relève après les indépendances? Les pères de l'indépendance, pour le Congo, si je parle de Yulu, Pango, etc., ils étaient, pour prendre le timing, ils en étaient au même niveau que les autres pays qui avaient été proclamés indépendants en 1960. Ils n'étaient pas en retard. Même quand nous étions enfants, dans les villages, moi, je n'ai pas grandi au village, mais c'est des choses que nous avons vécues. Dans les villages, ce sont les parents qui amenaient les enfants chez le directeur pour les inscrire à l'école. Parce que les parents voulaient que les enfants sachent déchiffrer, sachent lire, interpréter les lettres. C'est nous qui faisions les lettres pour... Moi, j'écrivais, j'étais à l'école primaire, quand je transcrivais ce que ma tante, qui faisait du commerce au village, me dictait. Et quand j'avais fini de transcrire, elle me demandait de relire ta lettre. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais il fallait relire en lari. J'avais écrit en français, elle avait écrit en lari, j'ai écrit en français. Mais quand il faut restituer, il fallait restituer en lari. Et c'est elle qui va dire, c'est très bien. Pourquoi va dire, non, je n'ai pas dit ça. Donc, nous avons connu cette façon de pousser l'enfant à écrire et puis qu'un parent soit fier de son enfant. Donc, nous avions un niveau de... Oui, mais monsieur l'abbé, après l'indépendance, les réalités actuelles au Congo-Brazzaville sont telles que c'est une économie à terre, le système de santé n'existe pratiquement plus, alors que le Congo a été le premier pays qui s'est vu construire un grand hôpital. Le système éducatif également est à terre. On parle aujourd'hui d'une crise de valeurs, une crise de confiance où les Congolais ne se font plus confiance. Au niveau politique, c'est une crise totale. Est-ce qu'on peut parler là d'un échec à amputer, bien entendu, au père des indépendances? On pourrait schématiquement considérer que les pères de l'indépendance ont eu des responsabilités jusqu'en 1963. Ils ont tout connu, les hauts et les bas. Mais comment ils ont géré les bas, notamment ce qui s'est passé entre Yulu et Opango. C'est exemplaire. Au fait, l'histoire en question, Yulu et Opango, est-ce que vous pouvez nous la relater? Yulu et Opango, Yulu était plutôt côté droit de l'échiquier politique France par rapport à la France. Opango, avec le PSA et bien sûr l'autre aussi, Chikaya Potmar, était plutôt du côté gauche par rapport à l'échiquier français. Mais comme les problèmes dans nos pays ne se posent pas en tant que gauche-droite,
ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Donc, ils sont opposés parce qu'effectivement, ici en France, ils avaient leurs alliés sur le terrain. Il y avait, donc, Youlou avait ses supporters qui l'avaient poussé à créer un parti politique quand il avait échoué à l'élection départementale au niveau du département de colonie. Là. Donc, il y a eu... Youlou avait ses propres supporters en France, ses propres alliés. Au Pango aussi, il y avait des alliés. Maintenant, leur manager ici en France voulait que leurs poulets sur le terrain réussissent. Donc, au Pango, ne comptait pas beaucoup trop uniquement sur son village. Parce que la population dans le nord, à l'époque, il était bien presque 1 habitant au kilomètre carré. Il ne comptait pas sur ça. Donc, la population était plus concentrée dans le sud. Donc, ça s'est rapidement, disons, transformé en pièce. Et Youlou a beaucoup compté, parce que la première fois que Youlou avait échoué, c'est parce que Larry n'avait pas voté pour lui. Donc, mais après, il a fallu expliquer avec beaucoup de tact. Et quand il a expliqué, il fallait faire le lien entre ce que Matsuwa avait fait, avec l'autonomie qu'il demandait, parce qu'il avait eu beaucoup de succès. Il y a des gens qui sont rebellés par rapport à leur patron, les Européens, sur l'affaire Matsuwa. Il y a des chrétiens qui ont fait grève de messe dans les paroisses parce qu'il y a eu des prêtres blancs qui considéraient que sur Matsuwa, qui était un ancien catéchiste, c'était une façon de désobéir à l'Église. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu des chrétiens. Les premiers chrétiens, c'était presque des gens de Matsuwa. Hein. Matsuwa était considéré comme, parce qu'il savait lire écrit, il savait expliquer des choses. C'était peut-être quelqu'un de surdoué. Quand on lit vraiment, c'est quelqu'un qui connaissait les problèmes. Les problèmes, il les a toujours posés de façon juridique. Jamais un rapport de force juridique. Il avait affaire à des avocats. Il invoquait les droits de l'homme, etc. Et donc, il a eu, comme je disais tout à l'heure, un enfant de l'école primaire qui pouvait faire des lettres, Matsuwa André avait fasciné par sa capacité à mettre le blanc au pied du mur. Donc, il était pris un exemple. Mais comme il avait donc justement un procès injuste contre lui, avec des faux témoins, etc. La manière avec laquelle il avait été arrêté, jugé, tout ça, avec des faux témoignages contre lui. Et il y a donc beaucoup de choses qui sont passées parce que le Kola avait demandé, avait un peu aidé les populations. Les populations ont refusé, notamment quand ils ont distribué des cacahuètes à distribuer aux populations. Les populations ont dit non, ces cacahuètes-là, c'est de l'argent que nous avons cotisé pour l'amicale, l'argent que Matsuwa avait collecté pour l'association et tout ça. Donc, ils ont considéré que Matsuwa était un escroc, on allait leur retirer de l'argent. Ils ont dit non. Nous, c'est volontairement qu'on a cotisé, donc cet argent ne le reprend pas. Et quelque temps après, quand ils ont commencé à distribuer ces choses-là aux habitants, les habitants pensaient que c'était une manière de leur restituer l'argent. Donc, ils ont refusé ces choses-là. Ils ont refusé parce qu'ils ont considéré que Matsuwa était donc considéré comme injustement arrêté, emprisonné, jugé. Et comme par hasard, Matsuwa est déclaré mort en prison à Mayama. Mais pour vous dire comment il était soutenu, c'est que à l'époque, il y avait donc Monseigneur Nkunku, qui était comme prêtre africain. Il n'a pas eu froid aux yeux, il ne s'est pas gêné de courir très vite à la prison de Matsuwa, de Mayama, quand il avait appris que Matsuwa était mal en point. Là-bas, il était là-bas parce qu'à l'époque, il y avait donc l'extrême onction. Donc lui, Matsuwa, n'était donc pas exclu de l'Église puisqu'il avait droit à l'extrême onction de ce prêtre noir. Donc, Monsieur Nkunku était là-bas pour lui accorder l'extrême onction. Ils avaient donc de bonnes relations. Donc, Matsuwa était populaire. Et donc, après, les gens ne voient pas son corps. Mais les gens auraient souhaité, si Matsuwa était mort, au moins qu'on leur restituât le corps et qu'il célèbre les obsèques comme un fils digne du pays. Ça ne s'est pas fait. Donc, même Monsieur Nkunku avait dit lui-même qu'il n'avait pas vu le corps. Mais quand il est arrivé, on lui avait dit que c'était trop tard, il était déjà mort donc il était populaire. Donc, quand Youlou arrive, d'autres arrivent, il y a d'autres qui étaient candidats, mais quand Youlou se lève pour aller
parce qu'il était encouragé par des prêtres, notamment par son évêque, Monseigneur Biéchet à l'époque. Tout comme en Centrafrique, Boganda avait été encouragé par son évêque. Donc, il y avait des évêques qui comprenaient que, bon, mais, ils n'ont pas assez de cadres. Le prêtre était le seul à faire des études supérieures. Donc, ils disaient, oui, allez-y. C'est l'intérêt, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, on disait... Oui, et donc, rapidement, comment on arrive au conflit, finalement, le conflit de 59? Le conflit se passe donc, le pouvoir c'était un régime parlementaire. C'est-à-dire c'est le Parlement qui désignait le Premier ministre. Le Premier ministre qui devait conduire le pays à l'indépendance. Donc, quand ils font l'élection parlementaire, certains considèrent que jusque-là, Opango devait gagner parce qu'il avait normalement un électeur de plus. Quand il fallait donc voter pour le Premier ministre, il avait donc un député de plus, donc il devait mathématiquement gagner. Mais aussi, nous sommes à l'époque des charmes. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il essaie de débaucher. Il y avait des charmes, mais l'arbitrage est assuré par la France. Donc, il y a un député de Opango qui a changé de bord au cours de l'élection et qui a voté pour Youlou. Donc, du coup, Youlou a gagné l'élection législative. Donc, il y a des gens qui ont dit certainement qu'il a corrompu. Mais il n'y a pas eu de recours légitime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais de preuve. Rien ne prouve. Rien ne prouve. Et puis après, parce que qu'est-ce que c'est prouvé sur le terrain? Parce que Youlou a prouvé qu'en fait, il était populaire dans le sud, puisque aux élections municipales, l'UDDA, son parti, a gagné les 3 grandes villes de l'époque. Brazzaville, c'est l'UDDA qui a gagné, avec donc lui-même comme maire. Pointe-Noire, c'est l'UDDA qui a gagné, avec Tchichélé comme maire. Dolisie, c'est l'UDDA qui avait gagné, avec Pierre Goura comme maire. C'était les 3 grandes villes. Quand tu avais ces 3 villes-là, et puis les régions environnantes, tu gagnais les élections. Donc, du coup, Opango aussi s'est dit, bon, mais ce n'est pas la peine de continuer à courir, entendons-nous. Et quand ils ont voulu créer justement un parti unique, ce n'était pas Youlou qui avait imposé le parti unique. C'était une conséquence logique pour en finir avec la tribalisation du pays. Et la plupart des pays africains avaient pensé que c'était la seule solution. Les rassemblements, disons, les regroupements se faisaient sur la base des connaissances et ceux qu'on connaissait le plus. C'était les gens du village, les gens du quartier, etc., qui venaient. Mais il n'était pas dit que quand vous êtes une autre tribu, vous venez, on vous chasse. Ce n'était pas comme ça. Et donc, voilà, vous avez dit Youlou gagne donc les élections législatives. Et après, qu'est-ce qui arrive pour qu'on arrive à ce conflit-là? Oui, mais c'est après, donc, parce qu'il y a une contestation de cette élection. Donc, les conflits ont commencé à Pointe-Noire. Mais des gens qui étaient adultes à cette époque peuvent vous dire ça. Nous, on était tout petits quand tout ça, mon père célébrait et tout ça. Mais il y a des gens qui étaient assez grands, qui étaient même, je dirais, des acteurs, comme les Ndalagraï, comme les Massal Sindé, qui étaient doublés d'un historien, peuvent vous détailler. C'est-à-dire que les conflits ont commencé là-bas, et les conflits sont arrivés à Brazzaville. Mais ce n'était pas que les Lari contre les Mboshi. Parce que du côté de Opango, on trouvait aussi des Lari. Le premier Mboshi, je crois, qui avait été tué. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup discuté avec qui était au MCDD, avec Tembian Billy. Tembian Billy, qui était aussi un ancien du séminaire, avec qui j'ai changé beaucoup parce qu'il avait du respect pour le père. Et c'était aussi un universitaire. Donc, lui était jeune militant. Jeune militant, donc il dit bien que une des personnes qui avait été tuée du côté de Poto-Poto, c'était un militant de Youlou, mais originaire du Nord, mais qui avait été tué parce qu'il était militant de Youlou, parce qu'il a été tué par les gens du Nord. Donc, ce n'était pas d'abord un Moshi contre Lari. Voilà. Donc, il avait été, si j'ai bien compris, il avait été tué par... Tué par des militaires de Opango parce qu'il était youliste, mais pourtant, il était du Nord. Et puis, il y a des gens aussi qui étaient au sud, qui étaient du sud, qui avaient été, je ne sais pas si tués, mais qui avaient été menacés, notamment André Bikoumou, et parce que c'était un grand commerçant à l'époque, c'était un grand commerçant au Congo, mais qui avait manqué de la mort parce qu'il était avec Opango. Pourtant, c'était un Lari. Donc, ce n'était pas d'abord Moshi Lari, ce n'était pas comme ça. C'était 2 partis en manque d'idées. Parce que normalement, les partis ne se créent pas des idées, mais ce n'était pas l'idéologie. Donc, c'était l'appartenance à un leader. Donc, après, ils ont fait quoi? Donc, on va contrôler la chose
en considérant que nous allons avoir un seul parti, un même parti. Donc, Opango et Yulu ne se sont pas vus contraints cette histoire-là de créer un parti unique. Mais l'une des raisons qui vont militer à ce que Yulu soit démis, c'est parce qu'il veut un parti unique, parce qu'il veut un syndicat unique, etc. Ce n'est pas vrai. Parce qu'après, justement, c'est pour ça que je considère la révolution comme coupable. Parce qu'après qu'ils ont trompé le peuple, non seulement Yulu avait augmenté les salaires que les gens exigeaient, non seulement ce n'était pas une révolution, parce que le groupe qui est allé au palais, normalement, ils devaient se retrouver tous. Mais le groupe qui est allé au palais le plus vigilant, c'était le groupe qui venait de Bakongo. Donc, ce n'était pas une histoire de tribu. Le groupe qui venait de Bakongo, mais ils croyaient qu'ils allaient être ralliés par les autres. Bon, finalement, il y a eu quoi? Ceux qui ont été décidés. Ralliés par les autres, lesquels? Vous faites allusion. Le groupe qui venait de Bakongo, qui devait se rendre au palais, devait être rejoint par ceux qui venaient de Brazzaville Nord. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. C'est un peu comme à l'époque de, je ne sais pas, ça toujours fait comme ça. C'est-à-dire qu'on dit, on manifeste et puis il y a un côté qui ne vient pas. Donc après, on leur a dit, c'est vous-même qui avez renversé votre monsieur. C'est pour ça que Yulu s'est adressé dans un discours, on l'a ri. Parce qu'il était bien informé, il savait que c'est le groupe de Bakongo qui est virulent. Donc c'est pour ça qu'il avait prononcé le discours à ses militants. De toute façon, il n'avait rien dit là-dedans qui fut hostile aux autres tribus. Parce que quand il avait parlé en l'arrêt. Il avait parlé en l'arrêt parce qu'il s'adressait à En fait, qu'est-ce qu'il avait dit en substance? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit en substance, calmez-vous, les affaires se règlent au Mbongi, calmez-vous. Si vous avez des désirata, on va régler ça, je vais réfléchir, je vais répondre. Écoutez-moi, je ne vous décevrai pas. Il a dit, écoutez-moi, je ne vous décevrai pas. Donc, il avait pris l'engagement de faire un dialogue. Il dit, bon, on va au Mbongi régler ça. Et les revendications salariales avaient été acceptées. Bon. Donc, maintenant, les autres se disant, il fallait prendre le raccourci parce que sinon, ça va retourner dans leur question fait. Ils ont pris un raccourci. D'abord, il fallait convaincre la France, donc de Gaulle, pour que la France change de position. Alors, ils sont appuyés sur qui? Sur Monseigneur Michel Bernard, qui était évêque à l'époque, dont, semble-t-il, la cousine était la femme de Gaulle, Monique. Donc, elle a appuyé sur lui, dire non, mais puisqu'il devait se venger aussi, Michel Bernard, qui avait considéré que Yulu devait faire la politique, etc., devait se venger. Cette fois-là, montrer que le patron, c'est lui. Donc, il a beaucoup plaidé pour que De Gaulle lâche Yulu. Mais en France… Oui, mais en dehors, monsieur l'abbé, en dehors de ce qu'on a reproché à Yulu, à Fulbert Yulu, ces idées d'un parti unique, un syndicat unique, apparemment, on lui reprochait aussi le détournement, c'est ça? Quel détournement? Il y avait Parce qu'on a entendu, bon, moi j'étais encore très jeune, oui, mais on a entendu chanter des chants comme ça, Yulu a tout volé, on le mettra au poteau. C'était quoi cette histoire? Vous savez, à l'époque, il y avait des gens comme Matsika, qui est Dieu son âme, qui est décédé, qui passaient dans le village pour dire, il a détourné. Quand il est passé sur son propre village, à Kibouende, dès qu'il a commencé le discours, il a dit non, il lui avait détourné. Les populations lui ont demandé, il y avait cette forme de démocratie, lui ont demandé, oui, cette histoire d'argent, nous l'avons appris. Nous l'avons apprise. Donc, il paraît que Yulu a détourné l'argent. Et je le dis, mais depuis que vous avez déclaré cela, nous vous avons demandé de faire des comptes. Il a détourné combien? Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas répondu. On a posé la question à Vatsika, mais répondez-nous. Vous avez des experts. Il a détourné combien? Ça n'a jamais été dit ni pendant les campagnes, ni au cours du procès, au cours duquel on avait condamné Yulu à mort. Et donc, si j'ai bien compris, l'histoire des détournements accusés, dont Yulu était accusé, c'était des histoires montées de toutes pièces, c'est cela? De toutes pièces, parce que d'abord, un peu plus tard, on a entendu le témoignage, par exemple, de Kungango, qui n'était quand même pas d'abord du bord de Yulu, qui avait reconnu que Yulu n'avait pas détourné un franc. Il a reconnu. Bon, la deuxième chose, je dis, c'est que même le Ténia Mili, qui était secrétaire particulier de Yulu, secrétaire particulier, alors qu'il venait des messages, secrétaire particulier de Yulu, a toujours dit que Yulu n'avait jamais détourné. Et l'histoire, quand on dit que l'argent, quand il y avait une mission, au retour, on remettait l'argent au trésor.
Mais ce n'était pas qu'une histoire postérieure. Mais la plupart des pays étaient gérés comme ça. Même vous attendez des histoires comme ça au Mali. Le président malien remettait l'argent au trésor. Et donc, on peut comprendre par là, Monsieur l'abbé, que c'était déjà là l'ombre de la révolution qui va suivre, c'est cela. Exactement. Donc, des manipulations politiques, il fallait préparer la conscience populaire pour ce qui devrait arriver. Voilà. Maintenant, parce qu'il fallait que l'armée intervienne pour faire partie, puisque de toutes les façons, si le parti de Youlou était bien organisé, s'il y avait eu une contre-manifestation, il y aurait eu une marée humaine. Les disons révolutionnaires n'auraient pas tenu le coup. Ils n'auraient pas tenu le coup. Parce que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et puis, l'UDD n'était pas vraiment structuré. C'était un parti, je dirais, populaire. Populaire, c'est-à-dire, il y avait Youlou et puis le peuple. Il n'y avait pas vraiment de numéro 2, numéro 3 et tout ça. Bon, donc voilà. Alors, finalement, la révolution va arriver. Comment ça va se passer et est-ce que c'est par là que commencent aussi les violences politiques? La révolution va arriver avec le mouvement national de la révolution. Donc, les grands acteurs, c'est les syndicalistes, ceux qui avaient obtenu la tête de Youlou, parce que quand Youlou démissionne, il y avait qui? Il y avait les syndicalistes et les militaires. Mais là où sont les militaires qui demandent la démission, c'est un coup d'État. Youlou avait demandé sur l'assistance des militaires. C'est les militaires qui ont dit qu'il faut démissionner, on ne peut plus assurer votre sécurité. Ça veut dire quoi? Quand vous savez le président, sécurité, pourquoi sécurité? Par rapport à qui? C'est une menace. Il a démissionné sous la menace des militaires. Donc c'est un coup d'État dont on voulait la couverture du peuple. Donc il fallait créer un climat comme ça pour justifier le coup d'État. Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé un gouvernement provisoire dirigé par Massamba Deba. Bon, mais ce n'était pas une élection. Il n'y a jamais une élection. Mais comment Massamba Deba est arrivé à la tête de ce groupe-là, lui qui n'était pas militaire? Massamba Deba, ils étaient allés le chercher. Il paraît qu'il était dans son village, ils sont allés le chercher. Ils ont installé, et comme ça, vraiment, c'est bon. Comme on fait un coup d'État, c'est-à-dire vous l'installez. Et après, ils ont organisé un référendum. Le référendum, c'était pas, est-ce qu'il s'agit c'était pas une élection. C'était un référendum où il y avait oui ou non. Il y avait un bulletin noir, un bulletin, je crois, vert ou blanc. Je ne sais plus. Mais le bulletin non, on disait que celui qui dit non, c'est le bulletin noir. Donc, il veut le chaos. Donc, effectivement, je sais que dans les fiefs youlistes, les gens ont voté non. Ça, je le sais. Parce que notre maître à l'époque, c'était un militant du nouveau régime. Donc, il surveillait dans les bureaux. Il considérait que vous êtes bête et tout ça. Donc, le non l'avait emporté. Donc, les grandes fraudes, parce qu'on dirait qu'il a affiché. Mais les grandes fraudes massives, c'était à l'époque, le non l'avait emporté. Selon les gens qui étaient dans les urnes, le non l'avait emporté. Ils avaient bourré l'urne avec le oui qui était de couleur verte ou blanche, quelque chose. Donc, déjà là, c'était pas un tel ou un tel. Non, c'était pas des candidats. C'était le système. Donc, quand ils ont déclaré le oui vainqueur, donc la révolution commence, est engagée, avec comme Premier ministre Pascal Lissouba, c'est-à-dire tous ceux qui étaient partis de Paris, c'était des marxistes. C'était des marxistes idéologiques. C'était des marxistes idéologiques quand ils sont rentrés, donc ils ont pris le pouvoir. Et ils prennent le pouvoir, donc le pays est géré comme ça. Youlou est emprisonné. Et quand il est emprisonné, Opango qui rentrait d'une mission à l'extérieur, et quand il est rentré, et qu'il apprend que le président Youlou était en prison, et lui, on voulait donc faire grâce. Non, mais vous n'êtes plus. Donc la seule personne qui était visée là-dedans, de tout le gouvernement, c'était le président Youlou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le poste qui intéresse. Parce que Opango qui était vice-président, il dit non, toi, tu peux rentrer chez toi. Mais Opango, c'est un honnête parmi les honnêtes. Parce que quand vous avez des conflits comme ça, des conflits de sang avec quelqu'un, vous pouvez dire, ben, écoutez, c'est mon temps de prendre le pouvoir. Donc lui, il a dit non, moi, puisque j'ai gouverné avec lui, s'il a volé, moi aussi j'ai volé. Ça signifie qu'Opango n'a pas reconnu en son président un voleur. Et il a voulu d'ailleurs, il a voulu se constituer prisonnier, c'est cela. Il s'est constitué prisonnier, c'est pas lui, il s'est constitué prisonnier. Monsieur l'abbé, certains observateurs estiment que politiquement parlant, le Congo-Brazzaville est un pays trop violent.
Un pays où on tue les présidents en plein jour, on assassine les cardinaux, un pays où on emprisonne d'autres présidents, un pays où on fait des expéditions militaires à répétition contre les populations civiles et qui se soldent souvent en des dizaines de milliers de morts. Est-ce le fait d'avoir raté l'indépendance? Le bilan actuel a eu ses Oui. prémices dans la Révolution. Tout ce qui fait faillite aujourd'hui, ça a commencé à faire faillite un peu en titubant de la Révolution. L'école a commencé à faire faillite. Moi, j'ai discuté à l'époque, j'étais au séminaire. Quand vous dites révolution, nous sommes en quelle année comme ça? 63. 63. Parce que moi, j'étais au séminaire. Je discutais avec les amis de mon frère qui militaient dans MNR, de la GMNR, enfin, qui militaient, qui étaient sympathisants. Me disaient, ah, voilà, vous, on veut nationaliser l'école, vous n'êtes pas d'accord. Mais peut-être que vous gagnez quelque chose dedans. J'ai dit, mais l'Église gagne quoi dans les écoles? Ah oui, il y a quelque chose qui doit. C'est pas possible que vous y teniez. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Mais quand les écoles ont été nationalisées, on a vu quoi? L'enseignement s'est dégradé. Parce qu'il était interdit, même interdit de punir. Parce que même à la maison, les parents étaient interdits de punir les enfants. Il y avait des enfants qui dénonçaient les parents dans les sections, parce qu'il y avait des sections de militantisme. Les enfants allaient perdre du temps là-bas. C'est devenu, au lieu d'avoir des groupes scouts et tout ça. Dans les scouts, on apprenait quoi? Dans les scouts, on apprenait à être autonome, comme on dit le mot. Être autonome. C'est-à-dire, vous êtes dans une forêt, quand vous allez faire du feu, tout ça, comment il faut se débrouiller? C'est ce qu'on apprenait. Ce n'était pas au niveau de la religion. On apprenait à être des hommes dans le scoutisme, dans ces mouvements-là. Par exemple, il fallait chercher, par exemple, des cachettes où on avait documenté quelque chose, comment il fallait suivre Oui, mais monsieur l'abbé, vous dites que l'école a commencé à se dégrader dès lors que le vent de la Révolution a commencé à souffler, mais pourtant nous apprenons que du temps de Youlou, Massamba Deba, jusqu'à pratiquement les années 80, l'éducation au Congo était plus ou moins appréciable. Je peux dire que ça, c'est comme pour un véhicule, hein, la force cybernétique. Hein. C'est-à-dire que le moteur est éteint, mais la voiture avance encore. Parce qu'il y avait cette... Les parents commençaient à mettre les enfants à l'école un peu par pression. Je veux comme un enfant à l'école. Donc, la passion de l'école, les enfants, et les parents aussi, continuaient. Je ne dis pas qu'ils sont venus pour saboter. C'est-à-dire quand il y a une nationalisation, par exemple, moi, quand les écoles sont nationalisées, je suis au séminaire en 6e. Mais qu'est-ce qui se passe? On a dû fermer les portes parce que les professeurs que nous avions, c'était les mêmes que Chaminade. Donc, Chaminade a fermé. Or, Chaminade, par exemple, Wabari, c'était les élèves de Chaminade. Chaminade, le lycée Savoyard ne faisait pas, ne pouvait pas sortir sa tête devant Chaminade. Chaminade a formé des cadres, des gens solides. C'était des prêtres qui enseignaient là-bas, des marianistes, etc. Mais c'était une formation solide. Et donc, la plupart des écoles aussi primaires étaient confessionnelles. À quel moment ce système a commencé à dégringoler, en fait? Par exemple, quand on a nationalisé les écoles, nous, à l'époque, normalement, nous, au BPC, on devait faire, quand on faisait au séminaire, on faisait un BPC genre série C. C'est après l'indépendance? Oui, ça, c'est après l'indépendance, oui. C'est-à-dire qu'il y avait un BPC scientifique. C'est-à-dire que vous n'avez pas physique, chimie, vous avez sciences naturelles, des choses comme ça. Deux options. Donc, quand vous pensiez, quand vous aviez comme projet au lycée de faire lettres, vous faisiez le BPC, genre, entre guillemets, littéraire, et les autres, les scientifiques. Mais quand on a obligé, à la Révolution, a voulu faire de tout le monde des scientifiques. Donc, nous autres qui n'étaient pas bons en chimie, mais c'était emmerdant. Et tout d'un coup, vous devez faire la chimie. Alors que jusque-là, c'était ça avec moi, je ne suis pas scientifique, j'étais l'élève. Donc, c'était n'importe quoi. Alors, vous avez donc les moyens qui dégradent, on sort le BMG. Ce n'est pas le BPC, le BMG. Donc, alors que le BPC, les matières venaient d'ailleurs. Donc c'était neutre. Là, vous avez commencé à avoir des correcteurs aussi, des cas qui commencent. Hein? Enfin, les gens étaient encore consciencieux, puisque ceux qui dirigeaient, c'était les gens qui sortaient de l'école d'avant. C'est vrai, donc il y avait encore un peu de conscience. Au fur et à mesure que les enseignants étaient eux-mêmes sortis du système, ça se dégradait. Mais c'était plus le même niveau quand vous prenez par exemple le Tissel Tikaya.
Tshisekedi Kaya, c'est quelqu'un qui n'était pas un docteur. Mais quand Tshisekedi Kaya prouve ses connaissances et de son expression, mais tu pensais que c'était un doctorat, je ne sais pas quoi. L'université de Brazzaville, les étudiants venaient de partout, il y avait des Tchadiens, c'était l'Afrique centrale. Hein. Donc le niveau se tenait. Et puis ceux qui ont enseigné là-bas, ce n'étaient pas tous des docteurs. Hein. C'est des gens dont le niveau était défendable. Nous avons tout eu. Nous avons eu la première radio, la première télé d'Afrique noire. C'est nous qui l'avons eu. Et quand on comparait nos étudiants, nos cadres, nous, par rapport au Congo belge, mais c'est le Congo. Quand on écoutait les journalistes, comme André Bernard, comme Marie-Josée Maté, c'était quand tu écoutais la radio, c'était... Non. Et nous avions aussi, à l'époque, des écrivains qui tenaient la route. Mais bon, voilà. Donc, ça s'est passé. Alors, mais lorsque je vous entends donc parler, je me rends compte qu'il fut une période où le Congo a fait la fierté en Afrique. Voilà. Et voilà, quelques temps après, maintenant en 2021, on se rend compte que finalement, tout a été détruit. Est-ce qu'on peut penser que c'est aussi là la responsabilité d'un peuple qui ne sait pas défendre ses droits? Non, moi je dirais que sans chauvinisme, sans quoi que ce soit, je dis que la même équipe qui avait suscité la guerre dite tribale, qui ne l'était pas du tout, les 59 sont les mêmes qui sont au pouvoir. Sassou dit dans son livre que c'est eux qui ont voulu la révolution. Mais quand on veut la révolution, c'est une façon de reconnaître que c'était un push. Comment un individu qui est militaire peut vouloir la révolution? Que c'était lui et Ngouabi qui ont voulu la révolution. Donc ils ont changé le peuple. Donc c'était eux qui étaient la manette. Donc après, il ne faut pas s'étonner que Ngouabi ait perdu. Et Sassou, qui était un grand opportuniste, l'a emporté. Il a toujours occupé des postes clés. Pourquoi il était ministre de l'Intérieur? Il était ministre de l'Intérieur sous Ngouabi, ministre de l'Intérieur. Et puis quand vous posez la question aux gens qui étaient proches, on sait très bien qu'il était là pour diviser Ngouabi et Anga, diviser tout ça. Donc, c'est là-dedans pour diviser le clan. Et arrivé à la mort de Ngouabi. Et quand Ngouabi passe au pouvoir, il savait, il était malin, il a voulu comment pousser Yombi, qui était couillu comme Ngouabi, pour le passer donc comme ça, lui, il est dans l'ombre. Et puis après, quand il s'est servi de Yombi, il a pris le pouvoir. Donc, c'est les mêmes. Vous retrouvez les mêmes. Donc, c'est eux qui ont fait que le Congo dégrégole avec la révolution, puisqu'ils l'ont voulu. Et la révolution a fait quoi? La révolution a tout foutu en l'air. La révolution a tout foutu en l'air. C'est-à-dire que, par exemple, puisque si c'était si révolutionnaire que ça, pourquoi il n'a pas posé la question de la vraie indépendance? À l'époque, il n'y avait pas de franc CFA. Pourquoi ça contre tout ça? Ils ne savaient pas comment ça fonctionnait le franc CFA. Quelle est révolution? C'était Yulu qui devait partir. Parce qu'après, ils sont assis, ils ont fait parti unique, ils ont fait syndicat unique et de contraintes. Parce que quand on n'allait pas à la réunion, mon père, quand il n'allait pas à la réunion, parce que mon père était contre-révolutionnaire, mais on commençait à utiliser son cas à la réunion. Les gens du quartier qui se réunissent là, donc il y avait des chefs et tout ça, qui se réunissent sur le cas de il ne vient pas à la cour, il ne vient pas à la réunion. Oui, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut parler de la responsabilité du peuple congolais? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 1977, un président de la République est assassiné en plein jour, ce peuple ne se soulève pas. Un ancien président est assassiné, un cardinal est assassiné, personne ne se lève. Plus tard, en 1997, un président démocratiquement élu est chassé du pouvoir par un coup d'État militaire. Ce peuple assiste, ne revendique pas, ne réclame pas le retour à l'ordre constitutionnel et depuis là, il a à sa tête un régime qui fait tout en violation des lois et règlements de la République. Il ne fait toujours rien et ce peuple assiste. Qu'est-ce qui peut expliquer cette résignation? C'est pour ça que je considère que ce n'est pas très intéressant de repasser de l'indépendance, etc., parce que là-bas, bon, les pères de l'indépendance, ce sont des gens qui étaient, puisqu'il y a une certaine confusion entre l'autonomie demandée par Matsuwa et l'indépendance telle qu'elle devait être racontée. Donc, c'est peut-être que, parce que l'autonomie, c'était presque ce que De Gaulle avait voulu, c'est-à-dire l'indépendance de la communauté. C'est-à-dire, c'est la communauté avec une métropole
et puis des territoires qui sont autogérés, et puis à une certaine limite. Donc, c'était presque une autonomie simple. Ce n'était pas une indépendance coupure avec une égalité entre deux pays, deux États différents. Ce n'était pas ça. Donc, il y avait peut-être cette confusion, une confusion due aussi, est-ce que c'est de la naïveté, mais qui croyait en la bonne volonté du général de Gaulle, puisque de Gaulle aurait pu tenir ferme, c'est-à-dire, bon, on vous raconte pas l'indépendance, comme ça s'est passé avec la Belgique de l'autre côté. Donc, de Gaulle dit, bon, ben, on vous la donne. Il a fait comme si c'était donné, c'était la générosité. Alors qu'ils avaient et donc ce n'était pas l'indépendance. Non, c'était pas une indépendance en fait. C'était pas pour couper les liens. Parce que quand Sékou Touré a osé le faire, ben, il lui a montré qu'il avait tort. Et puis même Sékou Touré avait compris l'autre aussi, parce que quand Youlou a chuté, Sékou Touré a beaucoup regretté, puisqu'ils avaient de bonnes relations. Youlou et Sékou Touré avaient de bonnes relations. Le dernier voyage officiel de Youlou, c'était en Guinée. Monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, 61 ans après l'indépendance, en tant que Congolais, vous êtes fier de célébrer cette indépendance, l'anniversaire de l'indépendance? Non, ce qui se passe, c'est que ce que je voulais dire. Aujourd'hui, moi, je fête l'indépendance, c'est-à-dire je fête le jour qui marque la communauté de mémoire. C'est-à-dire l'événement pour nous sur lequel nous devons nous fonder, c'est ce jour-là où les Congolais ont ensemble le droit de se constituer en peuple libre, responsable, capable de choisir ses propres dirigeants. Ce qui n'était pas le cas depuis le passé. On n'était pas impliqué dans les élections en France. C'est des sujets. Donc, d'ailleurs, moi, je disais que ça, là, c'est pour célébrer, c'est pour commémorer ceux qui ont été les premiers précurseurs de l'indépendance. Précurseurs, oui. Voilà. Je voulais célébrer parce que l'indépendance, c'est un processus. Eux, ils ont tapé dedans. Mais je les prends aussi comme des exemples. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas attendu que les Blancs leur cèdent la place. Ils ont résisté aux brimades. Ce que fait les Bialamangaka, Boutamango, tout ça. Donc, je disais que, en fait, quand ils ont débaptisé symboliquement donc la rue Guinemer, la rue 3 francs, d'abord qui était Guinemer, 3 francs, et puis Guinemer encore, c'est parce que ce sont des événements fondateurs pour nous. Il faut que ces événements redeviennent centraux. C'est pour ça que j'invite tout le peuple, c'est pour ça que j'appelle souvent le peuple la communauté de mémoire. J'invite tout le peuple à ne pas se regarder à ça, c'est le chef de la rue. Non. Pour que nous arrivions à constituer ce que nous sommes, enfin ce que nous sommes reconnus juridiquement, un peuple, il faut que nous acceptions cette communauté de mémoire. Sassou a voulu depuis toujours. C'est pour ça qu'il a voulu la guerre dite d'Emboché. Il a toujours voulu que d'un côté il y ait le sud, de l'autre il y ait le nord, parce qu'il n'y avait que ça pour régner. Donc il n'y avait que ça. Il a maintenu les gens de chez lui, comme on dit, dans le mensonge, parce que pour lui c'était dangereux qu'on se réconcilie ou qu'on se retrouve. Et c'est ça aussi le crime pour lui, le crime de Mokoko. Parce que Mokoko, quand il est venu, il avait été accueilli, même à Total, marché Total, tout le monde s'écriait Moïse, Moïse. Le marché Total était en branle parce qu'ils accueillaient Mokoko. Et c'était l'échec pour Sassou. Comment Mokoko sort de façon spontanée, arrive à Total, il est accueilli comme un libérateur, Moïse. Tout le marché Total, les témoins sont là. Les gens qui avaient 10 ans, ils n'ont que 15 ans aujourd'hui. Donc, c'est ce que Sassou ne voulait pas, parce que Sassou a toujours compté sur ça. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Congo est dans une situation, je dirais, chaotique. En fait, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Quel bilan d'abord, vous faites en tant qu'homme politique? Le Congo, en fait, a commencé à dégringoler depuis longtemps. Moi, je me souviens du dernier discours de Massamba Deba. C'était un soir. Massamba Deba, quand il a fait un discours, le dernier qu'il a fait, il dit, oui, mais il y a certains qui disent le Nord n'a jamais commandé. Le Nord n'a jamais commandé. Mais dites seulement que moi, je n'ai jamais commandé. Ça voulait dire quoi? Ça, on avait senti qu'il avait appris quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui revendiquaient le pouvoir du Nord. Et il a dit, non, ce n'est pas le Nord, c'est vous qui voulez commander. Donc, il avait indexé des gens. Ces gens-là, c'est un petit groupe. On le sait. Donc, ce petit groupe qui a voulu renverser Massamba Deba. Ce petit groupe qui est triomphant aujourd'hui. Et ce n'est pas rien si certains comme Diawara, après ce groupe-là, je crois que la révolution avait éclaté. Ce sont les mêmes qui ont fait Kiengwabi. Ce sont les mêmes qui, après, ont récupéré le pouvoir. Et aujourd'hui, ce n'est pas par hasard si Sassou
est le seul qui a une telle longévité, contre qui il n'y a jamais eu de coup d'État, parce que c'est lui qui les faisait. Tout ce qui se passe était préparé depuis longtemps. Ce qui se passe, ce n'est pas une incapacité de Sassou. Ce n'est pas une impossibilité pour Sassou d'avoir des cadres dans son village. Mais c'est que c'est une gestion volontaire. Ils ont voulu gérer le pays comme ça. L'argent c'est pas une faillite. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu gérer qu'il y a eu des problèmes comme il en a vu dans toutes les affaires. Non. Oui, quel bilan dressez-vous quel bilan dressez-vous? Quelle lecture faites-vous? Oui, mais il n'y a pas de lecture à faire. C'est la kleptomanie triomphante. C'est le vol. Le pays n'a jamais été gouverné. Il n'a jamais essayé de gouverner. Ils ont des institutions à Libye. Vous avez trouvé Cour des comptes, tout ça. Ils ont posé la question. Il y a eu du Parlement. Il n'y a pas de Parlement. C'est un système unique. Il y a un homme qui est présent dans tous les systèmes. Il est au Parlement. C'est lui qui dit qu'il doit être député. Il n'y a pas d'élection. C'est lui qui doit être sénateur. C'est lui qui doit être présent après lui. Il n'y a pas de gestion ou d'essai de gestion. Ce n'est pas que le pays soit... Le problème du pays, c'est que nous avons des voleurs, des kleptomanes. Parce que le mot scientifique, c'est la kleptomanie. Le mot n'est pas trop fort, non? Des voleurs. Non, le mot voleur, c'est un peu trop bas, quoi. Le petit voleur, c'est comme si c'était... Non, petit larcin, non. Eux, c'est des kleptomanes, ça dit que c'est une scientifique. C'est une gestion, c'est une science même du vol. C'est-à-dire quand le vol est érigé au niveau scientifique, ils savent vous planquer. Et ils ont réussi à créer un réseau de corruption internationale. Dominique Strauss-Kahn, c'était quand même quelqu'un qui était pressenti président de la République. Il a réussi à le corrompre. 2 fois, il a corrompu. 2 fois, il a été président de l'Union africaine. Tout ça acheté. Sassou n'a pas géré le pays. Il sait lui-même, ce n'est pas des erreurs. Il sait lui-même qu'il devait se remplir les poches. Ça a toujours été comme ça. Quand il lui disait Mbongoza ou Mbukazao, il savait à qui il avait fait. C'est des gens qu'il avait nommés. Donc, c'était un projet. Le projet de Sassou, c'est de transformer, d'abord passer par la guerre, assassiner des gens de chez lui. Il savait comment il allait se taper le Nord. Donc, il dit le Nord, allons-y, allez conquérir le Sud. Une fois qu'il n'a plus besoin du Nord, ça devient les Mboshi. Une fois que les Mboshi, ça devient la famille. Son fils, là, il n'est pas allé loin. Il savait qu'il allait faire comme ça. Il savait depuis l'ancien vieux plan. Donc, lui, en fait, il est passé de la victoire militaire à la victoire politique, c'est-à-dire transformer la conquête militaire en dictature. En conquête politique. Pour imposer les gens qu'il veut. C'est les moyens qu'il vise maintenant. Puisqu'il n'a plus confiance en une armée même du Nord. Il prend des mercenaires et grâce à l'argent. Il avait besoin d'argent pour gérer tout ça. Donc, une fois qu'il a transformé cette victoire militaire en victoire politique, maintenant, il reste à transformer cette victoire politique en victoire financière. C'est-à-dire créer après les Mboshi, c'est la classe sociale la plus élevée qui va occuper les premières cordées. Ça ne sera plus les Mboshi. Ça sera des gens pris chez les Vili, chez tout ça. Donc, quand il prend le nouveau Premier ministre, là, c'est dans cet esprit-là. Ce monsieur-là, ce n'est pas un politique. Il est parti politique, mais c'est le petit à Kiki. Donc, il va en avoir partout toutes les régions et vous allez voir bientôt que ce n'est pas un parti politique. Même pas le PCT qui va diriger, c'est des associations. Oui, mais monsieur l'abbé Yanguissa, comment arrêter cette machine avant qu'il ne soit tard? Le peuple, aujourd'hui, ce n'est pas la fête seulement de l'indépendance du pays. C'est la fête de la liberté du pays par rapport aux autres peuples qui nous dominent, ceux qui achètent nos terres, mais c'est aussi la fête de la liberté des citoyens. C'est-à-dire, quand il y a indépendance, automatiquement, il y a la citoyenneté. Les citoyens, c'est nous. C'est quoi la définition du citoyen? Sujet de droits et de devoirs. Nous ne sommes pas des sujets de Sassou. Nous sommes des sujets par rapport aux droits et aux devoirs. Donc, les Congolais n'ont pas regardé uniquement les évêques. Les évêques, jusqu'à présent, ont fait ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas à eux de monter au créneau. Nous, les Congolais, aujourd'hui, je dis, le Congolais doit être debout. D'ailleurs, moi, je cite le pape. Les gens doivent, vous avez commencé comme ça. Les gens doivent écouter le pape François, lui qui sait ce que c'est qu'en Amérique du Sud. N'attendez pas que les Américains viennent libérer. Ils vont négocier ça. Les gens qui sont tous passés des comités internationaux. Le comité international, c'est le même. C'est le même. Le comité international a déjà fait quoi? Mais au fait, à ce sujet, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, il y a des partisans qui prônent, des Congolais qui prônent une conférence internationale
pour le Congo? Question de trouver des solutions aux diverses crises qui minent le Congo. Bon, la communauté internationale ne sait pas ce qui se passe au Congo. Parce que c'est le même, la communauté internationale. Par rapport à l'Afrique, c'est la France. Hein. Cette communauté, les Américains savent bien que quand il faut faire passer quelque chose en Afrique, il faut passer par la France. Parce que c'est la France qui contrôle la plupart des économies. On connaît on sait quelles sont les relations entre l'Afrique francophone et la France. Les dictatures africaines, ce sont presque des malamines en Afrique. C'est-à-dire c'est des sous-traitants. Ils savent ce qu'ils gagnent à côté. La France ne sait pas où est l'argent de Sassou. La France ne sait pas qu'il y a des crimes que Sassou a commis. La France sait tout. La France sait plus que nous. Macron sait plus que nous. Et il appelle comment? Ami. Le dirigeant ne sait pas qui est Sassou quand il appelle ami. Il connaît le poids des mots. Ils savent. Ils en savent plus que nous. Donc on va les chercher pour régler quoi? Ils savent. Les problèmes qu'il y a déjà eu là-bas, il y a eu des morts pendant des mois. Cette communauté internationale n'est pas venue. Même pas pour arrêter la main de Sassou, qui s'acharnait sur les populations innocentes. On a vu la communauté internationale. Donc, quand ils viennent s'asseoir, c'est pour dire quoi? À mon avis, quoi? La communauté internationale sait pertinemment ce qui se passe au Congo. Dans le détail, ça. Les chiffres les connaissent. Les chiffres, le nombre de morts, les connaissent. L'argent se trouve et tout ça. Ils connaissent toute la comptabilité, ils l'ont. Donc, la communauté internationale, c'est les copains de la France, c'est tout. Qu'est-ce que M. l'abbé Joseph Yangissa propose comme alternative? Il y a l'alternative. Nous devons, en tant que Congolais, assumer le devoir. Maintenant, je veux m'adresser au maillon faible. Il y a un maillon qui fait qu'il n'y a pas peuple. C'est le maillon que Sassou avait voulu mettre derrière. Le maillon qui considère que tout ce qui était fait, c'est à leur faveur, donc on ne bouge pas. C'est un défi pour eux. C'est un défi. Je voulais dire donc à ceux qui se considèrent comme le peuple du Nord, parce que quand on regarde la gestion de Sassou, apparemment, tout le monde n'a pas été au même enseigne. Il y a des gens qui considèrent le Sud que dans le Nord, ils sont gâtés. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que dans le Nord, ils sont gâtés ou pas? Mais si on dit qu'ils sont gâtés, donc on peut chercher l'explication. Donc s'ils ne bougent pas, c'est parce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est à eux que profite le crime. Mais si c'est dit à tort, ça aide de le prouver. S'ils ne sont pas contents de ce président, l'autre partie du peuple a déjà manifesté, notamment en choisissant massivement Mokoko, mais aussi en ayant manifesté à plusieurs reprises. Mais jusqu'à présent, cette partie que ça se considère comme la sienne. Biso Todzueo, Biso Todzueo, Todzuy, Biso Todzuy. Donc Biso, Bino Banani. Biso Todzuy, ça c'est après la guerre. Biso Todzuy. Et quand il a dit, maintenant je ne peux pas vous payer, maintenant allez vous servir à Bakongo pour aller piller. Ça signifie que c'est pas ce genre-là, c'est pas son peuple. Pardon, cette parole est sortie de Sassou Nguesso, c'est ça? Oui, allez piller. C'est qu'on appelait ça. C'est toi qui avais avoué ça. À la télé française, c'est passé. Ah non, le président a considéré qu'il n'y a pas de quoi nous payer, donc il nous a donné une semaine pour nous piller. Et en pillant, il tue. Donc, comment voulez-vous douter s'il dit que bon, allez piller dans le pool? Dans le pool, ils allaient piller quoi? Parce qu'ils avaient déjà fait quoi dans le pool? Ils étaient allés pour dire, bon, écoutez, réduisez-les à néant. Parce qu'ils ont coupé les arbres, réduisez-les à néant. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qui se passe, ça a été planifié. Il n'y a pas eu d'accident. Il a fait ce qu'il a. Donc maintenant, il veut transformer la victoire militaire et politique en victoire sociale. C'est-à-dire qu'ils vont distribuer de l'argent dans une classe sociale qui va créer des emplois, comme aujourd'hui au sommet, il y a des Bill Gates. C'est-à-dire ceux qui vont avoir des emplois, qui vont les créer, qui vont avoir toutes les sociétés. Vous allez vous voyez d'abord vous-même. Toutes les sociétés, c'est la famille ou apparentée, à Pointe-Noire partout. Parce qu'ils préparent maintenant à être des gens qui auront la paix, qui vont mettre la paix, vous dire, bon, on vous paye. On vous paye, et c'est eux qui ont l'argent. Donc, ça devient une classe politique, financière, qui va régner sur le Congo, mais dans une paix apparente. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de droit de grève, il n'y aura plus de parti politique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus poser de termes en termes politiques, mais en termes d'intérêt individuel. Chacun va se battre pour lui. Et comme les syndicalistes aujourd'hui, les syndicalistes n'existent plus. Moi, à mon avis, il faut manifester contre les syndicalistes. Les gens doivent se dire, on n'a pas de syndicat. Parce que les retraités qui sont là, c'est les anciens syndiqués. Donc, tout d'un coup, ils ont versé de l'argent. Tout d'un coup, quand on fait plus de grèves que pour les salariés. C'est de la trahison, les syndicalistes. C'est une honte.
C'est une honte, c'est pas le syndicaliste. En fait, vous voulez nous dire que finalement, loin de ce que l'on pense que ce sont des syndicalistes, mais en fait, c'est juste des organes contrôlés par le pouvoir. Voilà, c'est des organes pour. ils savent comment négocier ça. C'est comme le Parlement. Le Parlement doit contrôler le gouvernement. Et le Parlement contrôle le gouvernement, quoi. Ça, c'est des copains. Donc, je dis, c'est tout le système qui. Il ne faut pas seulement parler de Sassou. C'est tout le système parce qu'il a toujours agi dans le système. Sassou, quand il pose un acte, il utilise des gens comme Nsourou l'avait dit. Il ne signe jamais les ordres. Il fait comme si c'était des dérapage. Alors, il va demander aux petits, les bébés noirs. Il va les dire bébés noirs. Viens s'agenouiller pour demander pardon, papa. Comment? Sassou qui est en train de massacrer des peuples, donc ces petits-là n'arrivent pas. Tout ça, c'est lui qui fait comme si il faut que là, s'agenouille devant lui, les habitants de telle tribu, aller demander pardon, lui là. Mais il faut le dégager, ce monsieur, il faut le dégager. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Les textes sont là que la liberté, on ne la demande pas. C'est un droit divin. L'homme a été créé libre. L'homme a été créé libre. On ne peut pas mettre une chaîne au cou puis tirer comme on fait pour un chien. L'homme a été créé libre. On n'a pas de potentiel. Et donc, monsieur l'abbé, si j'ai bien compris, si quelquefois les grèves ne réussissent pas, les travailleurs ou les étudiants n'arrivent pas à revendiquer leurs droits, c'est parce que quelque part, il y a les syndicalistes qui jouent le jeu du pouvoir ou le jeu du régime qui empêche. Voilà, mais c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire de déclencher une guerre ou de faire un préavis de guerre au mois d'août? Les enseignants de l'université vont faire des grèves, les étudiants ne sont pas là. Donc les étudiants ne peuvent pas être au chômage parce que si c'est au chômage, ils peuvent déclencher une guerre aussi, une grève aussi. Donc ils font ça au mois d'août. C'est des rigolos, les syndicalistes sont des rigolos. En fait, vous voulez dire que c'est des traîtres alors. Donc aux travailleurs et aux étudiants d'avoir un œil sur eux. Youlou n'a pas tout volé. Non seulement Youlou n'a pas tout volé, Youlou a été condamné à mort pour n'avoir rien fait. Condamné à mort par un tribunal populaire. Normalement, Sassou, c'est pire que ça. Sassou n'est là que par les complices des réseaux internationaux. Et donc, c'est pour ça que je dis, ce sont ces complices-là qui forment la communauté internationale. Ils veulent qu'on négocie. Mais pourquoi ils ne mettent pas la même pression sur Sassou qu'ils sont sur certains autres chefs d'État? L'histoire du monde, monsieur l'abbé, permettez-moi que je termine. L'histoire de l'humanité a démontré que tous les peuples qui se sont libérés par leurs propres efforts. Mais c'est ça. Qu'attendent donc les Congolais? C'est la partie que Sassou a considérée comme son peuple, la partie nord. Moi, je ne le considère pas comme des collabos, mais je le considère comme peut-être des complaisants. Parce que c'est à eux que profitent tous ces crimes. Les crimes financiers, les crimes de sang. Donc, ils considèrent que c'est eux que ça profite, mais qu'ils le prouvent que ce n'est pas eux que ça profite. Ils le prouvent. Je suppose que certains disent non, mais vous savez, nous aussi on souffre. Le problème n'est pas là. Le problème est reconstituer un couple. Est-ce que la partie nord et la partie sud constituent un seul peuple? C'est la partie nord qui répond. Parce que la partie sud, on a tellement marre qu'ils commencent à parler de République sud du Congo. Mais pourquoi? Moi, je reçois ça avec beaucoup de pitié. Je me dis, mais les pauvres, ils ont peut-être tout essayé, considèrent qu'ils ont tout essayé. Les autres sont complaisants avec Sassou. Mais qu'on ne considère pas comme des gens qui ne veulent pas que nous recommande, on va se retirer. Mais qu'est-ce qu'ils répondent des autres? Moi, je ne suis pas d'accord avec la division. Mais parce que le défi est lancé à eux. Quand on suit du Congo, c'est par rapport à Sassou, c'est par rapport à la population. Bon, d'accord, puisque vous voulez ce président-là, mais qui ne s'oppose pas à nous, qu'il soit votre président. Allez vous débrouiller. Est-ce qu'ils acceptent ça? C'est le défi du Congo, du sud du Congo. C'est au peuple dit du Nord de répondre à la question. Les autres considèrent qu'ils ont tout essayé avec vous, mais ils considèrent que certainement que vous ne vous considérez pas comme le même peuple qu'eux. Donc, ils vous proposent de se séparer, même s'ils veulent constituer un petit territoire, mais ils considèrent que vous, du Nord, vous êtes de connivence, parce que c'est à vous que profitent tous ces crimes, et donc vous êtes complaisants. Mais ils n'ont pas envie d'attendre. Moi, je voulais parler. Monsieur l'abbé Yanguissa, quelqu'un me disait, lorsqu'on veut arriver à bout d'un régime, on n'a pas toujours besoin de toute la population. 2, 3 personnes déterminées peuvent arriver à bout d'un régime. C'est ce que, bien sûr, les Sassou Nguesso ont fait. En leur temps, j'en arrive, je vais terminer. Et pourquoi vous pensez que c'est le peuple du Nord qui empêche que ceux qui sont déterminés arrivent à bout de ce régime? Vous pensez qu'ils ont raison? Quand je parle du peuple, je vais être anonyme, je ne vais pas citer quelqu'un.
Par exemple, là, ce qui s'est passé au Mali, c'est le peuple qui s'est levé, mais finalement, la finition a été faite par l'armée. Le peuple s'est levé, mais l'armée qui a pris son salut, qui a fait partie du président. Et quand il y a eu maintenant un retour en Et arrière. c'est toujours une partie du peuple qui se lève. C'est jamais Oui, tout le peuple, c'est toujours une partie du peuple qui se lève. oui, mais c'est pas. Parce que en fait, ce qu'on fait avec Sassou, ce que je suis de parler, c'est que le peuple, il a déjà stigmatisé le peuple en deux camps. C'est-à-dire, il y a son peuple à lui, et puis le peuple, quand il dit Bisso Todjoué, donc Bisso, Bango Banani. Donc, il y a cette partie, mais c'est parce que c'est passé au Mali. Donc, au Mali, quand les gens se lèvent, ils ne savent pas qui est à côté. Mais quand ici, à Brazzaville, quand les gens se lèvent, ils savent que tous ceux qui sont là, c'est du Sud. Et les autres se disent aussi, c'est le Sud, ils sont le marché. Alors, si bien que les leaders qui sont là-bas du Nord, ils sont tout de même capables de faire bouger qui que ce soit. Parce qu'ils se disent, bon, si on lance un appel, personne ne viendra. Mais parce qu'il y a un peuple qui se considère, bon, et que ça se passe mal, mais au moins, nous sommes privilégiés. Et voilà, c'est comme ça que c'est compris. C'est comme ça que c'est compris par ceux qui sont sud du Congo. Ceux qui sont sud du Congo, c'est des gens qui veulent la paix, qui veulent aussi être critiques vis-à-vis des uns et des autres. Mais ce n'est pas des gens qui sont pour la médiocrité. Mais si là-dedans, il y a des gens qui sont tellement endoctrinés qu'ils en sont encore là, mais ils se disent, bon, écoute, nous, on n'a pas besoin de perdre du temps, nous voulons être un État séparé. C'est triste, c'est à pleurer. Monsieur l'abbé Joseph Yagissa, est-ce qu'on ne pouvait pas faire la part des choses, comprendre que finalement, c'est toute la population congolaise qui est responsable de ce qu'elle est en train de vivre, parce que lorsque vous dites que, disons, au nord du Congo, ou dans la partie nord du Congo, est celle qui soutient Denis Sassou Nguesso, mais nous voyons bien, pendant les élections, même dans la partie sud du Congo, il y a des jeunes qui sont derrière ce candidat, Denis Sassou Nguesso. Il y a ces jeunes qui partent là-bas, et ceux qui travaillent aux côtés de Denis Sassou Nguesso ne sont pas forcément tous du Nord. Il y a aussi ceux de la partie sud. Donc, en réalité, c'est une responsabilité partagée. On trouve tout le monde. C'est une expérience partagée, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que nous avons aujourd'hui une forme d'exacerbation de la situation avec la création d'un Sud du Congo. C'est pour ça que je dis, mais ça interpelle qui? Quand on veut créer un Sud du Congo, les gens savent très bien dans le Sud du Congo que tout le monde n'est pas nécessairement pour le Sud du Congo. Le Premier ministre actuel, il est Premier ministre de Sassou, non? Mais il parle quand même du Sud du Congo. Ils disent pas non, Sud du Congo sans un tel. Non? C'est-à-dire qu'on globalise en se disant, puisque c'est Sassou lui-même, c'est Sassou lui-même qui a revendiqué le Nord comme le sien. Ce n'est pas des gens qui ont fait ça. Quand il dit Bissou Todjoui, mais ça signifie qu'il revendique un camp. Peut-être que même tout ce monde-là n'était pas concerné, ne sont pas concernés par sa déclaration de victoire. Mais c'était ça qu'il voulait dire. Que c'est les gens du Nord, Todjoui, contre qui? Donc, ceux qui ne sont pas partis du peuple alors. Donc, les gens du Sud aussi, ils savent très bien que Mvoba est de l'autre côté. Ils savent très bien. Ceux qui veulent créer le Sud du Congo, ils ne demandent pas qu'on Mvoba, dans ce cas-là, rejoigne le Sud du Congo. Il peut aller, il peut vivre en immigré dans le Sud du Congo. On va mettre donc, disais-je, terme à notre émission aujourd'hui parce que le temps est arrivé presque à la fin. Probablement que vous avez une dernière préoccupation, mais qui comptera également pour un mot de la fin. C'était à l'occasion de la célébration de l'indépendance. Pour moi, c'est une célébration spirituelle et politique. Moi, je m'inscris comme spirituel en tant que je suis un baptisé dans le Christ et que je considère pour moi que c'est un fait historique aussi important que ma naissance. Et en même temps, je suis politique au sens où, comme l'a dit le pape François, au sens où j'ai des responsabilités, mais plus encore. Parce qu'en tant qu'humain, je suis intrinsèquement responsable de l'humanité, enfin disons de la création. L'homme, c'est le seul être qui sont des responsabilités sur la création, sur la faune, sur la flore, etc. Ce n'est pas pour rien que la politique aujourd'hui a évolué jusqu'à la conscience écologique. Parce que nous avons des comptes à rendre par rapport à la création, pas seulement à nos âmes. Donc, aujourd'hui, nos ancêtres qui sont battus et qui ont versé le sang, ce sont des gens
qui doivent être honorés en ce que nous devons faire ce qu'ils ont fait. Quand ils ont dit non aux brimades, en non-respect de leur dignité, ils se sont levés, ils ne se sont pas allés s'agenouiller devant les dictateurs européens pour dire excusez-nous, est-ce qu'on peut faire ceci? Ils sont allés jusqu'au bout. Et c'était pas pour Monsieur l'abbé Yanguissa, est-ce que c'est une interpellation de la jeunesse congolaise de s'armer du courage de nos pères, c'est cela? Tout le peuple. Voilà. Armons-nous de la mémoire de nos ancêtres, des précurseurs. Parce que s'il n'y a pas eu ce précurseur, il n'y aurait pas eu d'indépendance. Parce qu'ils ont montré, ils n'ont pas été comme amorphes à crier tout ça, à dénoncer dans les églises, etc. Ils ont dit, nous, on veut que nous respectent comme des humains. Ils ont pris les petits moyens qu'ils avaient. Ils n'avaient pas de fusils mitrailleurs. Ils ont pris des moyens qu'ils ont pour exiger ça. Et le blanc avait compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il y a eu l'indépendance par ses précurseurs. Il y a eu les peines de dog parce qu'il y a eu avant des gens qui ont balisé le chemin. Il faut dire que Youlou était aussi matsuaniste, ce qui les a séparés avec les je dirais matsuaniens, parce que pour moi, il y a une différence. Donc, ils étaient matsuaniens, c'est-à-dire que le combat, ils voulaient continuer, mais seulement, il y a eu un malentendu, c'est que les matsuanistes voulaient complètement couper le lien, c'est-à-dire qu'ils ne pas même participer aux élections. Alors que Youlou disait non, prenez d'abord ça, parce que c'est l'évolution des exigences de nos parents. Donc, assumons ça et on va évoluer. Donc, il y a eu ça comme malentendu. Mais Youlou n'était pas anti-matsuaniste. Donc, le matsuanisme religieux, c'est autre chose. Ça ne me concerne pas. Le matsuaniste, Matsua n'était pas catéchiste, même en politique. Matsua avait la conscience politique, mais c'était d'abord, avait la conscience religieuse, mais c'était d'abord un homme politique. Donc, moi, le terme de. Quand je vous entends parler, vous êtes en même temps prêtre et aussi matsuaniste, c'est cela? Je suis matsuanien. Vous vous revendiquez comme un matsuaniste? Oui, parce que en tant que chrétien, c'est possible de concilier les deux courants religieux? Moi, je considère que Matsua, c'est quelqu'un qui est dans cette conception, de la même conception de la politique, c'est-à-dire que le développement de l'homme et de tout l'homme. C'est-à-dire que Matsua, c'était de la même ligne politique que Mandela. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de demander que les Blancs partent, mais qu'on soit ensemble, un homme et une voix. Monsieur l'abbé, nous étions en train de conclure. Alors, on constate bien qu'il y a eu échec à tous les niveaux, c'est-à-dire 60 ans après l'indépendance, l'économie, j'en arrive, tout à fait, oui. Il y a eu non, mais on sait qu'il y a l'échec au niveau. Faites partie de Sassou. Tout à fait, monsieur. Le problème au Congo. Faites partie de Sassou. La révolution, il était déjà là. Il était là, il est revenu dans son livre, il était là. C'est eux qui ont semé le trouble, qui ont menti, qui ont fait tuer des gens par des faux procès. Ça fait longtemps que ça a commencé. Ça fait longtemps que les faux procès ont commencé. Il y a eu, on a condamné Youlou, mais après Youlou, personne n'a plus jamais été condamné. Maintenant, c'est l'immunité, non? Donc, c'est ce qui demande, c'est l'immunité. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien respecté au-dessus de lui, même pas sa constitution. Une constitution, si on prête serment sur quelque chose, c'est que cette chose est supérieure à soi. Si Sassou prête serment sur une constitution, c'est qu'il reconnaît que la constitution est au-dessus de lui. Parce que le serment sacré, quand vous ne respectez pas le serment, il n'y a pas de jure. Donc, Sassou, même la constitution qu'il fait lui-même, même quand il a mis un article verrouillé, il ne respecte rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un homme comme ça? Même une constitution qu'il lui-même fait, parce qu'il exige aux autres de respecter la constitution, de respecter pas de trouble à leur république, et il met les gens en prison et les subit pour ça. Il y a certains qui sont en prison pour ça. Et lui-même, c'est lui qui prend des armes. Ça signifie quoi? Le problème, c'est lui. Et même Koko, qui a tenté, parce que simplement, il y a eu intention. Lui, il a fait des coups d'État. Il y a eu même assassinat. Tout le monde, tous ceux qui ont témoigné, ses amis à l'époque, ils l'ont dit. Il a fait tuer des innocents pour masquer son forfait. Mais le problème, c'est Sassou. C'est un homme qui est désespérant. Donc, il faut se mettre à genoux à ses pieds. Maintenant, il cherche une conférence, c'est pourquoi un dialogue. Mais quel dialogue? Quel dialogue avec Sassou? Quel dialogue? C'est un homme de mauvaise foi. Il faut que tout soit au-dessus de lui. Donc, il va corrompre tout le monde. Il promet tout, donc il hypothèque le pays. Il n'y a ni indépendance. Parce que quand il hypothèque une terre, là où le problème du Congo, c'est l'électricité. Mais quand tu vas demander à des gens de creuser des trous béants dans ces zones-là à cause de l'or, mais tu sais quoi? Ça signifie que on revoir l'électricité. Mais il veut quoi? C'est quelqu'un qui a une volonté mauvaise. Ce n'est pas quelqu'un qui a échoué. C'est une calamité naturelle, ça se. Il n'y a plus rien à prouver, c'est une calamité naturelle. Moi, je crois beaucoup à la miséricorde de Dieu. Mais je pense que
pour libérer l'âme de Sassou quand il va mourir, ben, je ne sais pas comment le maître l'avait demandé. Hein. Parce que je crois que c'est même Dieu en a marre. Je préfère en rire parce que c'est des mots très forts. Oui, il va construire des églises et tout ça, faire comme s'il savait. Tout ce qui est profanation, ça, il faut de profanation anticiper ça. C'est un blasphème, ce qu'il fait. C'est un homme désespérant, Sassou. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le livre sur lequel il prête serment, ce livre-là donne se fiche. Tu prêtes serment sur la Constitution telle que tu la veux. Mais tu t'en fous de ce texte-là. Et tu le mets en prison pour ce même texte. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un homme comme ça? Il est désespérant. Et il veut mettre son fils. Son fils, il fait école à côté de lui. Mais son fils ne va pas compter sur le PCT. Son fils va compter sur les associations. Il va créer des associations qu'il va nourrir et tout ça avec des gens qui seront là pour distribuer de l'argent. Des associations qui seront faites d'une population hybride comme ça. Parce que lui, il se reconnaît d'aucune population locale. Donc, il va créer une population à lui pour avoir un peuple à lui et pour aussi collaborer avec les cordées au niveau supérieur parce qu'il va prendre toutes les entreprises. Dans ces entreprises, il mettra des actionnaires européens et va gérer ça comme ça. Donc, c'est parti maintenant, il veut transformer cette victoire en victoire. Alors, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, on peut penser qu'il y a eu également un échec au niveau spirituel aussi, non? Oui, moi aujourd'hui, donc, j'ai demandé depuis le début une durée de 40 jours de prière. Maintenant, il ne reste que le tridium. Bon, donc, du 13 au 15. Donc, aujourd'hui, moi, si je veux lancer un appel, je l'appelle lance à moi-même. Même le pape, quand il parle là, il ne dit pas, ne touchez pas. Il dit, même le droit canonique, je dis le droit canonique, la théologie morale. Je ne sais pas si c'est la même théologie morale, mais on disait, quand un tyran massacre tout un peuple, il n'est pas un péché de supprimer le tyran. C'est la morale. En un mot, pour terminer, qu'est-ce que vous dites aux Congolais aujourd'hui? Je dis aux Congolais, cherchant les moyens, les voies et moyens de dépasser les syndicalistes. Il faut avoir le minimum de solidarité vis-à-vis des syndicalistes. Ce qu'on dit, c'est une trahison collective. Parce que si on ne fait rien, ce ne sont pas seulement les syndicalistes qui font tout. Nos parents qui ont cotisé, et ils bouffent l'argent. Ce n'est pas qu'ils ont essayé de gérer puis qu'ils s'ont capoté. Non, ils bouffent l'argent et ils revendiquent ça. L'argent de nos parents qui ont cotisé, les syndicalistes bouffent ça et on regarde, on les considère comme ça. Mais il faut d'abord, il faut trouver un moyen d'agir. Et le moment viendra que les Congolais nous suivent. Et ceux qui veulent que l'agisse, il y a des appels comme ça, hein, du nord comme du sud, ceux qui veulent que le Congolais prenne ses responsabilités, rien que ses responsabilités humanitaires ou humanistes, il faut qu'on s'entende. Parce qu'il faut que Sassou parte pour des moyens. Donc, Sassou doit partir. Il n'y a pas à négocier avec lui. On peut lui donner une seconde chance. Il veut du souffle. Il faut que ok, merci beaucoup, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa. On retiendra donc il faut que Sassou parte, c'est vous qui le dites. Il n'y a rien à négocier avec Denis Sassou Nguesso et que les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. J'espère que le message est bien passé, mais surtout, merci d'avoir disposé du temps pour nos téléspectateurs. À vous, chers internautes, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Restez toujours branchés sur votre canal TLR TV. Je vous retrouve très prochainement. Merci.